Je vous propose de démarrer cette deuxième rencontre du mentorat. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Cette rencontre du mentorat est organisée par le collectif Mentorat. Moi, je m'appelle Fiona Solaire, je suis consultante spécialisée en mentorat et j'ai le plaisir d'être avec vous jusqu'à 13 heures pour animer cette table ronde. Je serai aussi accompagnée donc de Madeleine Paléré qui modérera les échanges au moment dans le chat et de Pauline Saget qui sera en charge du compte rendu, toutes les deux chargées de mission pour le collectif Mentorat. Comme chaque rencontre, on souhaite vous offrir un espace de réflexion, de partage, d'échange de pratiques avec des invités de choix pour traiter un sujet d'actualité en lien avec le mentorat et on l'espère pouvoir inspirer le quotidien de chacun et de chacune d'entre vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'accueille peut-être Nicolas Viennot, directeur du collectif Mentorat, pour un petit mot de bienvenue. Salut Nicolas, merci d'être là. Salut Fiona, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voulais vous remercier de votre présence à cette deuxième rencontre du mentorat qui nous permet de réunir ici des responsables associatifs, des entreprises, des représentants d'institutions publiques et c'est bien la vocation de ces rencontres du mentorat qu'on organise depuis maintenant le mois de novembre. À travers elles, on essaye de faire se rencontrer toutes les parties prenantes d'un vaste écosystème du mentorat, au-delà de nos associations, pour montrer régulièrement l'actualité, les enjeux non seulement du mentorat, mais aussi plus largement des sujets d'engagement, de jeunesse, des sujets ancrés dans leur contexte. Alors là, ce sera bien le cas évidemment aujourd'hui. Nous écouterons des représentants de la jeunesse qui s'engagent et je les remercie tous les trois de leur participation également. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous en aurez également le compte-rendu, vous en aurez l'écho à travers notre site lementorat.fr. Et puis, ces rencontres du mentorat s'organisent maintenant chaque mois. Donc, le programme sera poursuivi jusqu'au mois de juin ou au mois de juillet. Et vous recevrez les invitations. Et bien, je vous souhaite une bonne séance, une bonne participation. Merci Nicolas. Effectivement, en fait, le collectif Mentorat est composé de 61 associations aujourd'hui, je crois. Si je me trompe pas, le nombre ne cesse de grandir. Mais en tout cas, c'est des associations qui agissent en faveur de la jeunesse. Et effectivement, il nous semblait essentiel de consacrer un épisode à la jeunesse que l'on accompagne, mais aussi celle qui s'engage en tant que mentor. Parce que la jeunesse française aujourd'hui, c'est 8 millions de personnes entre 15 et 25 ans. Et il est important de préciser voilà, il n'existe pas une jeunesse, mais des jeunesses. Et aujourd'hui, ces jeunesses, justement, vivent comme nous tous, mais plus particulièrement un moment inédit, puisque un jeune sur deux considère la pandémie comme une période qui a été très pénible à vivre et qui a notamment accentué les difficultés psychologiques et le sentiment d'isolement face à des difficultés socio-économiques. Et donc, cette jeunesse en détresse, justement, ce moment de détresse a relevé parfois un sentiment de colère vis-à-vis la situation actuelle et donc une colère qui se traduit parfois par des nouvelles formes d'engagement et de participation politique et donc encore plus maintenant avec à moins de 2 mois du premier tour des élections présidentielles, on souhaite justement faire résonner la voix de ces jeunes et comprendre leurs inquiétudes, leurs combats, leurs besoins et justement ces nouvelles formes d'engagement qui peuvent apparaître. Donc aujourd'hui, avec les 4 participants, les 4 intervenants que je vais présenter tout de suite, on va essayer de dresser un panorama d'une jeunesse qui s'engage, qui milite, qui est solidaire, mais aussi une jeunesse qui galère, car plus exposée à la précarité aujourd'hui qu'hier, une jeunesse qui a peut-être des craintes vis-à-vis de l'avenir, mais qui est surtout est en méfiance de l'action des hommes politiques pour faire changer les choses. Donc on a un désengagement politique, mais pas un désengagement citoyen. On a une crise sociale forte, mais avec beaucoup plus de solidarité qu'avant. Et on a aussi un contexte de jeunes diplômés, mais dans un marché de l'emploi qui n'est pas forcément meilleur. Donc, pour répondre à tous ces questionnements tout au long de cette table ronde,
Nous aurons le plaisir d'entendre tout d'abord Pauline Braga, donc jeune étudiante en classe prépa littéraire et ancienne filleule de l'association Chemin d'avenir, qui partagera son témoignage en tant que jeune étudiante engagée. Nous allons accueillir ensuite Alexandre Iran, président de la Fédération nationale des associations représentatives des étudiants en sciences sociales, c'est long, l'ARES, qui pourra justement nous dresser un état des lieux de la jeunesse étudiante post-Covid, des aspirations et justement de ces nouvelles formes d'engagement qui peuvent apparaître. Et enfin, nous terminerons ce tour de table avec Anna Milonas, chargée de promotion de l'engagement pour l'action sociale à la Croix-Rouge, et Pénélope Héroux, également à la Croix-Rouge, mais chargée de projet Solidarité et Jeunesse. Donc, merci à vous toutes et tous pour votre présence et vos témoignages. Donc, peut-être passer tout d'abord la parole à Pauline Braga. Est-ce qu'on peut l'épingler peut-être, puisque on te verra pas, je crois, Pauline. Est-ce qu'on peut, Madeleine ou Pauline, épingler Pauline je ne la vois pas à l'écran. Pauline, tu es parmi nous? Oui, je suis là. Oui, d'accord, super. Ah voilà, je te vois, parfait. Très bien. Je l'ai fait. Donc, bonjour Pauline, merci d'être là. Donc, je pense qu'on va commencer par toi, puisque cadette de cette table ronde consacrée justement à la jeunesse. Je pense qu'on peut commencer par se poser la question, c'est quoi être jeune aujourd'hui, et notamment dans ton contexte où tu as grandi en milieu rural. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience en tant que jeune étudiante? Déjà, bonjour à tous et merci de m'avoir invitée. C'est un vrai plaisir. Alors, donc, j'ai grandi dans une petite ville en milieu rural, donc il y avait très très peu d'habitants. Il n'y avait aucun commerce, sauf un bar, donc c'est vrai que c'était un peu difficile de faire des rencontres, d'autant plus qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de jeunes dans mon village. Donc c'était un peu paradoxal parce que c'était vraiment un lieu qui était connecté avec la nature, donc c'était vraiment sympathique de grandir avec un jardin, pouvoir sortir dehors facilement, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, ça devient plus compliqué. On est forcément très dépendant de nos parents pour se déplacer, donc quand on va aller voir des amis, c'est parfois très compliqué. Le seul lieu de sociabilité comment dire, un peu hors de chez soi, c'est le lycée, le collège. Sinon, pour sortir, comme je l'ai dit, on est dépendant de nos parents. Et c'est vrai que la crise du Covid, c'est un peu accentué cet isolement parce qu'on ne pouvait pas du tout sortir. Les seuls moyens d'aller voir nos amis, finalement, ils nous étaient enlevés. Donc, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. J'ai partagé ça avec des amis qui m'ont dit aussi que c'était compliqué pour eux, d'autant plus qu'ils étaient... donc, la deuxième année du Covid, ils étaient en fac. Donc, ils n'avaient plus du tout de cours. Ils se sont retrouvés tout seuls chez eux dans un appartement. Donc, ça a été un peu compliqué pour eux aussi. Voilà, je ne sais pas si j'ai totalement répondu à la question. Mais... Oui, absolument, absolument. Et en fait, comment tu as répondu à tes envies, à tes besoins dans cette période compliquée pour tous, mais en particulier pour les jeunes? Grâce à Chemin d'avenir, j'ai pu garder des contacts avec l'extérieur, notamment mon parrain, donc, qui est journaliste à Marianne. Donc, c'est vrai que j'ai gardé des liens et Chemin d'avenir organisait des sortes de petites missions pour essayer de nous faire penser à autre chose. Donc, c'était, je sais pas moi, regarder un film et faire un résumé pour le partager aux autres, regarder des ballets. En fait, c'était tout de même axé sur la culture, l'ouverture aux autres. Donc, c'est vrai que ça a été des activités qui nous ont un peu aidés à penser à autre chose qu'au Covid. Absolument. Et c'est vrai que maintenant, tu as 20 ans. Dans quelques semaines maintenant, dans 2 mois, tu vas pouvoir voter pour la première fois des élections présidentielles. Comment est-ce que tu te sens? Un peu perdue, honnêtement. C'est vrai que je m'y connais pas trop en politique et me dire que je vais voter dans quelques mois, c'est un peu effrayant. Mais heureusement, il y a encore une fois Chemin d'avenir qui a organisé un événement avec France Inter là hier, axé sur la rencontre avec les candidats à l'élection présidentielle. Donc on a pu rencontrer les candidats en vrai et leur poser des questions qui étaient axées sur la jeunesse. Donc ce genre d'événement, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on est vraiment confronté aux questions de société, on a vraiment l'impression d'être inclus. Après, en ce qui concerne mes amis aussi, ils sont un peu perdus, donc c'est un peu un sentiment qui est partagé par tous les jeunes.
ils sont effrayés aussi par les candidats qu'ils ne connaissent pas vraiment et qui ne partagent pas forcément leur idée. Donc en fait, ils ont peur de voter pour la première fois, mais que ce soit un choix par défaut. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu une époque compliquée, parce qu'on est un peu tous perdus, donc on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, tous veulent aller voter. Oui, parce que c'est vrai que lors des dernières élections régionales, le taux d'abstention, il était assez dramatique avec 82% des jeunes entre 18 et 35 ans. Donc là, toi, tes copains, tes amis vont aller voter, vont se mobiliser. Donc effectivement, tu étais hier présente au Studio 104 et bravo pour voilà, l'exercice. Ça devait être assez impressionnant. Donc effectivement, il y a Chemin d'avenir et France Inter qui ont organisé hier une rencontre entre candidats et jeunes. Et donc les jeunes pouvaient poser des questions aux candidats pour les élections présidentielles. Donc quelle question tu as posée toi hier? À Marine Le Pen, je crois. Hein. Pas facile. J'ai son portrait avant, donc c'était un peu plus stressant. Mais sinon, je lui ai demandé si elle avait déjà subi des discriminations en raison du fait qu'elle soit une femme, notamment en politique. Et est-ce que tu as été satisfaite de sa réponse? Oui, bah après, c'est vrai qu'elle a beaucoup axé sa réponse sur les femmes en général. Elle nous a dit de pas nous censurer, de pas se mettre des barrières parce que des individus nous disent qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on veut faire. Donc c'est vrai qu'elle a été, enfin j'ai bien aimé sa réponse. Ok. Et les autres candidats, donc il y avait, je crois, donc Hidalgo, je pense. Il y avait qui d'autre? Il y Je crois. avait Taubira, Pécresse, Zemmour, un autre qui m'échappe. Et en général, donc vous étiez plusieurs jeunes. Quel est le ressenti des jeunes qui ont participé? Est-ce ils ont été convaincus par les hommes et les femmes politiques? Oui, bah en fait, on en a discuté un peu et on est un peu tombé d'accord sur la même chose. C'était de vraiment rencontrer les candidats en vrai, de leur poser nos questions qui touchaient à nos préoccupations par rapport à notre vie future ou à notre vie actuelle. Donc ça, c'était pas mal. Et puis aussi, il y en a beaucoup qui sont pris dans leurs études, donc ils n'ont pas forcément le temps de s'intéresser pleinement au programme des candidats. Donc c'est vrai qu'ils nous ont fait un petit peu un résumé de leur programme quant à la jeunesse. Donc voilà, c'est ce qu'on a apprécié. On a aussi apprécié poser nos propres questions. Voilà. Est-ce que tu trouves que justement les politiques parlent suffisamment de la jeunesse, de vos inquiétudes dans le débat public? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce qu'ils parlent beaucoup de la crise climatique et écologique en ce moment, parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment un sujet qui nous touche. Mais après, j'ai l'impression qu'ils en parlent aussi quand ils sont face aux jeunes. Et quand ils voient que les jeunes s'abstiennent, qu'il faut remobiliser des électeurs, etc. Mais à part ça, sinon j'ai l'impression que non, on est un peu mis de côté. Hmm. Et justement, quels sont pour toi, tu dirais, les combats sur lesquels tu te mobilises aujourd'hui? Quels sont les combats qui mobilisent aussi tes amis? Alors moi, mes combats, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes et pour les droits des animaux. Et de manière plus générale, donc j'en ai parlé aussi avec mes amis, c'est la crise climatique, contre le réchauffement climatique et pour l'écologie. Il y a aussi beaucoup de féminisme autour de moi, dans des associations ou dans des manifestations. Mais sinon, le gros de l'engagement, je dirais que c'est le changement climatique et l'écologie. Et est-ce que donc sur ces combats-là, toi-même tu es engagé ou est-ce que tes collègues sont engagés? Et si oui, quelle forme prend cet engagement? Alors moi, je suis pas directement engagée parce que c'est vrai qu'avec ma formation, c'est un peu compliqué. Donc on va dire que je suis engagée dans le fond, mais que je mène pas d'action concrète pour défendre ça. Mes amis, c'est un peu pareil, parce qu'ils sont un peu pris dans leurs études aussi, mais il y a une amie à moi qui est engagée dans une association féministe qui fait des collages dans les rues ou qui participent à des manifestations. Il y en a d'autres aussi qui sont engagés plus ponctuellement lors de manifestations pour l'écologie. Mais c'est vrai que on est un peu tous tombés d'accord sur le fait qu'on n'avait pas forcément le temps maintenant de s'engager pleinement, de faire des actions concrètes, mais que notre engagement pouvait passer par les réseaux sociaux ou par, je sais pas, le fait d'en parler aux autres, le fait
de montrer nos idées, d'expliquer nos idées. Mais par contre, il y en a beaucoup qui veulent s'engager après dans des associations, mener des actions concrètes pour se sentir utile et pas seulement poster des photos sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue entre les institutions scolaires et les associations pour qu'on concilie études et vie associative plus facilement. C'est d'ailleurs ce que font certains Sciences Po ou qui banalisent certaines après-midi. Donc c'est vrai que en fait, nous permettre de nous engager à l'école en planifiant des plages horaires dédiées à ça, c'est vrai que ce serait pas mal. Bien sûr. Et reconnaître aussi cet engagement. Oui, c'est vrai. Il y a certains candidats d'ailleurs hier qui ont dit que l'engagement bénévole ou associatif devait être plus reconnu par les politiques. Très bien, merci. Merci beaucoup, Pauline. Je me tourne, c'est pas la fin de l'échange. On aura un temps de questions-réponses, 30 minutes de questions-réponses tout de suite après, mais je passe d'abord la parole ensuite à Alexandre. Salut Alexandre. Tu es Bonjour à donc tous. étudiant en administration économique et sociale à l'université de Valenciennes, consacré pleinement à ton engagement au sein de l'ARES. Tu as été engagé auparavant dans plusieurs associations locales, mais tu souhaites maintenant te consacrer à une fédération nationale. Donc, en tant que jeune étudiant et très engagé, c'est quoi être jeune et engagé aujourd'hui pour toi? Voilà. Merci beaucoup et bonjour à tous et à tous. Eh bien, aujourd'hui, être jeune et engagé, pour le coup, de mon point de vue, c'est, et je vais rejoindre un petit peu ce qu'a dit Pauline sur certaines choses, c'est déjà avoir des combats à mener tout simplement. Et aujourd'hui, les jeunes ont vraiment des thématiques qui leur tiennent plus à cœur que d'autres. Je vais répéter ce qu'a dit Pauline pour le coup, mais je pense notamment à la lutte contre le réchauffement climatique, à l'égalité entre hommes et femmes. C'est des sujets qui aujourd'hui sont cruciaux pour beaucoup, beaucoup de jeunes et sur lesquels, effectivement, on va avoir beaucoup d'engagement de la part de la jeunesse, plus d'engagement d'ailleurs de la part des jeunes que de la part des moins jeunes, on va dire, entre guillemets, sur ces thématiques-là. Et où aujourd'hui, c'est vrai que c'est surtout sur ces axes-là qu'on va se mobiliser. Et je pense qu'aussi, il y a un terme qui est beaucoup revenu durant la crise sanitaire. Et encore aujourd'hui, être jeune et engagé, c'est aussi être solidaire les uns des autres. On a pu le voir durant la crise sanitaire que beaucoup de jeunes, du coup dans le milieu étudiant, beaucoup d'étudiants également ont pu se mobiliser pour les étudiants qui étaient le plus en difficulté, pour les étudiants qui se retrouvaient réellement en grande situation de précarité. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on peut globalement résumer un petit peu cet engagement des jeunes par des causes qui leur sont chères et aussi par le combat pour aussi l'égalité entre ses pairs, on va dire, et entre l'ensemble des jeunes. Globalement, voilà, première réponse pour cette première question. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une génération Covid? On parle souvent, hein, la jeunesse sacrifiée. Là, dernièrement, on l'entend beaucoup ce terme. Est-ce que tu sens qu'il y a eu vraiment un sacrifice ou est-ce que c'est juste notre regard de moins jeune vis-à-vis ce que devrait être une jeunesse? J'avoue que malheureusement, je n'aime pas ce terme de jeunesse sacrifiée, Moi mais non c'est plus. vrai que parfois la réalité rattrape un petit peu les choses. Et pour ne serait-ce qu'étayer mes propos par quelques chiffres qu'on avait pu nous avoir par le biais d'enquêtes durant la crise, c'est vrai que la crise a tout de même été très difficile et a entraîné de nombreuses difficultés pour les jeunes et pour le milieu étudiant. Pour ne citer que quelques chiffres, on avait un tiers des étudiants qui avaient déclaré avoir rencontré des difficultés financières, puisque près de 70% d'entre eux avaient eu une activité salariale réduite, voire totalement interrompue durant la crise à cause de la fermeture de nombreux commerces. On a eu un sentiment de décrochage scolaire également qui a explosé par rapport à l'avant-crise. Déjà que à la fac, c'est pas toujours facile de s'accrocher avec les cours en distance constamment sans pouvoir se rendre ne serait-ce que dans un amphithéâtre et rencontrer d'autres étudiants. Évidemment que le sentiment de décrochage a énormément explosé. On a beaucoup de jeunes qui ont rencontré des difficultés pour se procurer une alimentation saine. On a beaucoup de jeunes qui se sentaient épuisés, qui se sentaient nerveux, beaucoup qui cumulent aussi de l'anxiété. Et on a globalement, en fait, aujourd'hui, des indicateurs du niveau de vie de la jeunesse qui sont en baisse depuis plusieurs années. Mais bon, on essaye pour le coup
notamment au stade des associations étudiantes, que ça soit localement, plutôt localement d'ailleurs que nationalement, comme mon point de vue, mais toujours avec un accompagnement, de mettre en place des projets aussi qui puissent accompagner ces étudiants. Je pense à des distributions alimentaires, comme on a pu en voir énormément durant la crise sanitaire. Je pense à des permanences d'accompagnement, d'écoute et d'échange entre des étudiants et des bénévoles formés sur ces thématiques-là. Je pense aussi à des distributions de protection hygiénique pour les étudiants et les étudiantes qui parfois préfèrent manger plutôt que de s'acheter des protections hygiéniques. Et malheureusement, c'était une réalité durant la crise sanitaire et c'est des choses sur lesquelles on devait, nous, s'engager à ces moments-là. Donc malheureusement, oui, on n'a presque pas le choix de parler d'une jeunesse sacrifiée, même si on n'a pas été sacrifié, on s'est juste retrouvé en difficulté. Aujourd'hui, je l'espère, on verra dans quelques années, mais j'espère que l'ensemble de ces jeunes, l'ensemble de la jeunesse, on pourra ressortir grandi aussi de cette crise sanitaire. Mais on a quand même rencontré énormément de difficultés durant ces 2-3 années de grosses crises. Et du coup, ça a été aussi des engagements derrière qui ont été très importants de la part d'autres jeunes, pour le coup, pour accompagner tout ça. Oui, exactement. Donc, on a, comme tu disais, un abaissement de niveau de vie des étudiants, des difficultés pour se loger, un isolement qui grandit, les arrêts d'études, parce que beaucoup de jobs alimentaires, il faut la priorité, c'est justement de pouvoir à minima se nourrir et se loger. Donc maintenant on pourrait dire peut-être qu'on commence à être en sortie un petit peu, en tout cas dans une transition un peu plus douce de cette crise. En tout cas, on est un peu moins isolé qu'avant. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui des jeunes que tu fréquentes, les jeunes étudiants? Un état d'esprit qui parfois reste mitigé, je dois dire. C'est vrai qu'à l'aube là, des élections présidentielles et législatives, on se sent un petit peu plus écouté, évidemment, et on sent que les sujets de jeunesse quand même reviennent un petit peu sur la table. Mais pareil, je vais rejoindre ce que disait Pauline, parce que je suis tout à fait d'accord avec ça. On écoute des jeunes, ou du moins on parle des jeunes seulement quand il y a des jeunes. Et malheureusement, ce n'est pas les sujets qui vont être prioritaires. Et il y a des sujets qui vont rester très largement en avant. Malheureusement, dans le débat, je pense aujourd'hui à l'immigration, à la sécurité, qui vont être des sujets qu'on va constamment entendre dans les débats des candidats, alors que effectivement, on a des thématiques majeures pour les jeunes qui aujourd'hui ne sont amenées en débat que lorsque la jeunesse est présente. On parlait du climat, on peut aussi parler de la santé, on peut aussi parler de l'accès au logement, on peut parler du côté financier et de l'accompagnement financier de manière générale. Beaucoup de sujets qui concernent la jeunesse, mais qui au final sont un petit peu parfois écartés par ces candidats quand des jeunes ne sont pas directement présents. Donc on a effectivement cet optimisme un petit peu de se dire qu'aujourd'hui, on va réussir enfin à être écouté. Et il y a des chiffres qui le montrent. On a beaucoup plus de jeunes qui se disent aujourd'hui prêts à aller voter, très différent du coup des dernières régionales que tu mentionnais, Fiona, où près de 82% des jeunes n'avaient pas voté. Mais on a quand même beaucoup de jeunes qui se disent prêts à aller voter, peuvent être pas encore certains du fait qu'ils ne se sentent pas encore totalement écoutés. Donc on a un petit peu ce double discours et cet optimisme, mais en même temps avec un certain pessimisme derrière, de se dire aujourd'hui on est écouté. Mais est-ce qu'une fois que les élections seront passées, que une nouvelle présidente aura été élue, que les députés auront été réélus, etc., qu'on reviendra dans un moment plus classique, entre grosses guillemets, est-ce qu'on sera encore écouté autant qu'on l'est aujourd'hui? Donc, c'est vrai qu'il y a ces deux formes-là, ces deux réflexions aujourd'hui qui sont majoritaires, du moins de ce que j'entends autour de moi. Et c'est vrai que c'est à la fois agréable d'être écouté, mais c'est aussi une crainte pour l'avenir de ne pas savoir si vraiment on arrivera à porter les positions qu'on considère essentielles et primordiales pour l'avenir de la jeunesse. Tout à fait. Je te pose la dernière question peut-être par rapport maintenant aux formes d'engagement. Donc tu disais que donc crise Covid a montré plus de solidarité, plus de l'entraide, notamment entre pairs. Est-ce que par rapport toi en tant que jeune aussi étudiant engagé au sein d'une fédération nationale, est-ce que tu as vu se développer des nouvelles formes d'engagement ou en tout cas des manifestations un peu plus politiques différentes qu'auparavant? C'est vrai, il faut dire qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes ont beaucoup de formes différentes d'engagement. C'est vrai que moi, du coup, personnellement, au sein de nos fédérations, on a aussi un côté qui est plus
politique, de par un portage de plaidoyer, de par des rendez-vous parlementaires, ce genre de choses-là, ce qui n'est pas toujours la volonté d'engagement de chacun, enfin de tous les jeunes. Mais oui, pour avoir participé par exemple à des distributions alimentaires ou ce genre de choses-là, on a aussi beaucoup de jeunes qui ne s'étaient jamais engagés et qui au final, durant la crise, se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi consacrer un petit peu de leur temps à accompagner d'autres jeunes. Et évidemment, ça les a un petit peu ensuite, ça a ouvert les yeux, c'est un grand mot, mais ça leur a permis ensuite de continuer une autre forme d'engagement. On va avoir tout l'engagement autour de la lutte climatique. Je sais que notre fédération a participé là à un projet qui s'appelle le Relais Jeunes, qui est une marche dans toute la France pour l'environnement, pour la démocratie et pour la place des jeunes. Donc voilà, c'est aussi d'autres formes d'engagement qui existent. On a évidemment tout ce qui est lutte contre les discriminations. On a beaucoup d'associations qui travaillent sur ces sujets-là. Enfin, je pense que l'engagement aujourd'hui des jeunes, il est vraiment pluriel pour le coup. Et je reviendrai un petit peu sur ce qui s'est dit en toute dernière, juste avant mon intervention par rapport à la valorisation de l'engagement. C'est vrai que c'est quelque chose aussi qui parfois manque et qui empêche les jeunes un petit peu de s'engager, puisque au-delà un petit peu on va apprendre beaucoup de choses, que ce soit des compétences ou même des soft skills, comme on pourrait appeler ça, que ce soit de la prise de parole en public, apprendre beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, néanmoins, par exemple, pour des étudiants, le monde universitaire ne va pas forcément énormément reconnaître cet engagement-là, ce qui peut aussi être un frein évident à l'engagement, puisque pourquoi s'engager en parallèle de ses études, prendre beaucoup de temps en parallèle de ses études, si derrière on n'a pas aussi entre guillemets une légère plus-value ou qu'on n'est pas valorisé par rapport à toutes ces actions qu'on peut mener. Donc c'est aussi d'autres problématiques pour le coup qui émergent par rapport à l'engagement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de jeunes qui s'engagent plus facilement et qui s'engagent dans de nombreuses formes. Et c'est vraiment très important, je pense, aujourd'hui, que les jeunes puissent continuer à s'engager dans la société de manière générale. Merci Alexandre. Je pense qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat. On reviendra tout de suite après. Et j'aimerais passer la parole maintenant à Anna et Pénélope. Donc, de ce que tu dis, Alexandre, il y a quand même eu une fracture sociale très forte, mais une réponse aussi très positive, très solidaire, avec des jeunes de plus en plus engagés dans des structures et des associations. Donc, Anna et Pénélope, vous travaillez au sein de la Croix-Rouge, qui est, on va dire, une des associations historiques donc de l'engagement, tant de l'accompagnement de jeunes comme l'engagement des jeunes. Donc peut-être vous posez une première question justement sur que viennent chercher en fait les jeunes quand ils s'engagent au sein de la Croix-Rouge chez vous. Bonjour, bonjour Fiona, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Alexandre, merci Pauline pour vos interventions. C'était vraiment super intéressant et pour le coup, ça fait écho à pas mal d'actions à la Croix-Rouge sur lesquelles on travaille. Peut-être pour vous présenter très rapidement mon poste qui fait aussi écho finalement à toutes ces thématiques en lien avec l'engagement. Donc moi, je suis chargée du projet Solidarité et Jeunesse à la Croix-Rouge française. En fait, c'est un projet qui est né il y a 1 an et qui a justement pour vocation de lutter aujourd'hui contre la précarité des jeunes. Alors, pour vous expliquer un petit peu les modalités de ce programme, aujourd'hui, on accompagne à peu près une centaine de projets, là, entre 2021 et 2022, pour lutter contre la précarité des jeunes. C'est-à-dire qu'on va accompagner des porteurs de projets qui souhaitent se mobiliser sur cette thématique, alors à travers différentes actions. Ça peut être l'accès à la culture pour les jeunes, l'accès à l'éducation, l'estime de soi. Et donc, on les accompagne d'un point de vue méthodologique et financier, à la fois au réseau Croix-Rouge en interne, mais aussi en externe, pour toute association de jeunesse qui voudrait s'impliquer. Pourquoi ce programme il est né, donc je vous le disais, il y a 1 an en lien avec la thématique de la Covid-19 qui a, je dirais, quelque part mis en lumière cette thématique de la précarité des jeunes, mais c'est une thématique qui évidemment existait avant. Tristement, elle existera aussi après la crise, au sortir de la crise. Donc, voilà, pour nous, c'était l'idée de comment est-ce qu'on peut justement lutter contre la précarité des jeunes, au sens où finalement la précarité, elle se conjugue au pluriel. C'est-à-dire qu'on a des précarités aujourd'hui qui sont multiformes. Pauline, tu le disais très bien, tu parlais de l'isolement social. Donc, c'est-à-dire qu'on a non seulement l'enjeu de comment est-ce qu'on se nourrit à la fin du mois, comment
est-ce qu'on paye l'ensemble de ses factures, on se loge, mais c'est aussi finalement comment on va recréer du lien social qui a fortement été mis à mal. On parle souvent des étudiants, des cours online, mais en l'occurrence, le public jeune, c'est une palette très, très large avec des réalités finalement très, très hétérogènes. Il n'empêche que ces problématiques de lien social, de santé mentale, elles sont transversales. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, Fiona, il y a vraiment cette volonté, en tout cas chez nous à la Croix-Rouge, de promouvoir cette logique de pair à pair, c'est-à-dire que des jeunes qui sont en situation de précarité peuvent s'engager pour d'autres jeunes. C'est aujourd'hui comment est-ce qu'on sort de la logique distributive et les jeunes en fait deviennent aussi acteurs dans le sens où on ne fait plus pour les jeunes, mais on fait avec les jeunes. Donc ça, c'est déjà un élément qui est assez central, en tout cas dans la réponse Croix-Rouge qu'on peut apporter. Et d'ailleurs, on développe vraiment cette thématique de comment est-ce qu'on peut finalement favoriser, encourager l'engagement des jeunes à travers le programme Solidarité Jeunesse, mais à travers aussi d'autres actions, à travers le programme Red Touch. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, le programme PAIR, qui ont en fait pour objectif d'accompagner la prise d'initiative des jeunes qui souhaiteraient s'engager sur différentes thématiques. Donc ça, c'est un premier élément. On a aussi un certain nombre de formations jeunesse. Je pense à la formation YABC qui a pour vocation de lutter contre la précarité des jeunes. On a les options Croix-Rouge. Donc là, c'est plutôt comment est-ce que les jeunes peuvent s'engager au sein de leur établissement scolaire. On en parlait tout à l'heure avec ton intervention, Pauline. Comment est-ce qu'on peut faire passer finalement des conventions entre des facultés, entre des lycées avec la Croix-Rouge pour justement pouvoir intégrer le plus possible cette thématique de l'engagement au sein des programmes scolaires. Et est-ce que Pénélope, tu pourrais nous préciser un peu les mutations des formes d'engagement que vous avez identifiées justement à la Croix-Rouge au sein de vos plusieurs programmes? Oui. Ouais, je vais répondre. On peut le faire à deux voix avec Anna. Oui, Anna ou Pénélope. C'est-à-dire par rapport à tu nous as expliqué justement les difficultés des jeunes bénéficiaires, mais aussi l'offre que vous avez au sein de la Croix-Rouge pour les jeunes qui souhaitent s'engager, donc avec tant des programmes de formation comme d'accompagnement au sein des territoires. Et donc justement, en tant qu'association, ça fait longtemps que vous agissez en faveur des jeunes et pour les jeunes, avec des jeunes. Et donc, quelle mutation vous avez pu témoigner et quelle forme d'engagement, en fait, vous avez pu identifier? J'y vais, oui. Bon, alors, merci à tous. C'est ça les aléas du direct de parler à deux voix également. Merci à Pauline et Alexandre de leur témoignage. Effectivement, c'est assez inspirant et ça montre que les jeunes sont toujours là et toujours engagés. Pour répondre à ta question, Fiona, sur l'adaptation des formes d'engagement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Croix-Rouge française appartient à un réseau de sociétés nationales à travers le monde, donc qui existe presque dans tous les pays du monde et qui nous permet d'avoir une communauté d'entraide, mais également d'analyse de la jeunesse qui est à la fois très différente, mais qui à la fois se complète. Le fait d'avoir cette communauté vraiment engagée nous permet d'avoir des retours d'expérience et également de partager nos constats sur la jeunesse, sur ce qui les anime, les combats qu'ils souhaitent mener et les outils qui peuvent être mis en place pour satisfaire leur engagement. La Croix-Rouge française aussi, au-delà de ce réseau international, c'est l'écoute du terrain. On a l'avantage, puisque Fiona l'a très bien dit, on est un réseau vraiment vieux et vraiment présent sur l'ensemble du territoire. Donc, on a un maillage qui nous permet d'être à l'écoute de la jeunesse, malgré les clivages géographiques et les origines sociales de la jeunesse, qui nous permettent d'être à l'écoute de ces évolutions. On a cette capacité à la Croix-Rouge donc de s'adapter. D'ailleurs, on en a témoigné après la crise sanitaire.
On a agi dans l'urgence, certes, on a proposé des projets, des dispositifs qui ont permis d'animer la jeunesse, de la protéger, mais de cette urgence, on a transformé en résilience et on l'a transformé en enjeu stratégique qu'on souhaite porter tout au long jusqu'en 2030 et plus, bien entendu, qui consiste à... Est-ce que vous m'entendez? Oui, pardon, excusez-moi. Qui consiste à prévenir et éduquer notre jeunesse. Donc, cette urgence, on l'a traduit vraiment par l'éducation. Merde, on va quitter la réunion. Je vais prendre Oui. le relais d'Anna. Oui, je veux bien, Pénélope. Je la tag. Et dès qu'elle revient... Donc, ouais, effectivement, c'est l'éducation pour faire le pont à l'engagement. Donc, c'est effectivement toutes les offres qu'on propose. Mais en tout cas, en lien avec les mutations, si je reprends ta question, Fiona, moi, je rejoins quand même pas mal tes conclusions, Alexandre, concernant une forme de volatilité aujourd'hui en lien avec l'engagement. Aujourd'hui, on s'engage peut-être sur un temps davantage plus court, sur des actions concrètes, de proximité. Mais en tout cas, ça permet aussi de nuancer le propos selon lequel les jeunes aujourd'hui se désintéressent de la chose publique, parce qu'on voit souvent en fait les choses dans l'angle participation des jeunes au présidentiel. On en parlait tout à l'heure, Fiona. Alors, c'est effectivement une donnée qui est intéressante. En l'occurrence, il y a vraiment plein de manières de s'engager, il y a plein de prismes d'analyse en lien avec l'engagement. Donc, c'est un petit peu en ce sens-là, finalement, que nous, on ressent, c'est un bénévolat finalement plus ponctuel. Et c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on va faciliter justement ces modalités d'engagement en lien avec les envies des jeunes aussi qui évoluent. Hein. Merci Pénélope, je suis désolée, j'ai eu un écran noir qui a fait que mon écran s'est coupé. Je suis désolée Pénélope, tu as dû reprendre Oui, voilà, effectivement, Pénélope l'a très bien résumé. De cette crise, en est sortie la nécessité absolue de s'adapter aux formes d'engagement. Et Pénélope, tu l'as très bien dit, donc dans sa grande diversité, c'est-à-dire le bénévolat classique propose la Croix-Rouge, mais aussi éphémère ou des bénévolats beaucoup plus ponctuels. Et un dernier mot aussi sur ce que disait Alexandre sur la valorisation de l'engagement qui aujourd'hui est aussi vraiment un sujet très important au sein de la Croix-Rouge. Je pense que Pénélope peut également en témoigner. Mais on cherche vraiment à accompagner les jeunes dans cette expérience bénévolat pour qu'ils puissent en tirer un maximum de compétences qu'ils puissent ensuite valoriser dans leur vie future, que ce soit dans leur vie professionnelle ou alors dans leur vie personnelle aussi, pour que l'engagement devienne vraiment quelque chose de complet et une expérience globale qui puisse les tirer vers le haut. Excusez-moi encore pour cette introduction. Pas de problème, Anna. Et donc concrètement, donc je le disais au début, on est donc le collectif Mentorat qui organise cette rencontre, c'est 61 associations qui agissent en faveur de la jeunesse, qui mobilisent les jeunes à devenir mentors, mais qui accompagnent aussi les jeunes parce qu'ils vivent des difficultés dans leur quotidien. Et donc très concrètement, là, on a des associations qui nous écoutent. Donc quels sont on va dire les conseils, les bonnes pratiques? Et là, j'ouvre peut-être la parole pour vous trois, Pauline, Pénélope, Alexandre et Anna, pour vous quatre. Qu'est-ce que vous direz à ces associations? Quels conseils vous donnerez pour qu'elles puissent répondre aux besoins des jeunes aujourd'hui, et quelle forme, en fait, concrètement, pourrait prendre cet engagement pour accompagner le souhait, l'envie de s'engager des jeunes? Et bien de contacter la Croix-Rouge. Je plaisante, il y a plein de manières de s'engager. C'est vrai que la question est quand même très très vaste. En fait, j'ai envie de dire, il ne peut pas y avoir une seule réponse, dans le sens où les problématiques des territoires à l'échelle locale peuvent être aussi diverses et variées. Donc, ça serait compliqué d'apporter en tout cas aujourd'hui une réponse uniforme. Ça dépend avec quel jeune est-ce que on souhaite aussi collaborer. Est-ce que c'est plutôt un profil étudiant? Est-ce qu'on est plutôt sur un profil de jeunes éloignés de l'emploi, des jeunes qui sont peut-être dans des zones un peu plus isolées, enclavées? En tout cas, oui, pas forcément dans des pôles urbains. Ça dépend vraiment des actions qu'on veut mettre en place en lien avec les problématiques locales. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a quand même
un certain nombre d'associations, je faisais une boutade avec la Croix-Rouge, mais en soi, il y a plein d'associations qui œuvrent aujourd'hui pour accompagner les prises d'initiative des jeunes ou des moins jeunes, parce que c'est toujours pareil. Effectivement, on parle des jeunes ici, c'est le sujet de la thématique, mais l'intergénérationnel est hyper important aussi. C'est-à-dire on peut aussi créer de super liens avec des jeunes et des moins jeunes. C'est comment on fait aussi collectivement, parce que la question de la jeunesse, ce n'est pas une question exclusivement centrée sur les jeunes. La preuve en est, en tout cas, chez nous, être jeune à la Croix-Rouge, c'est alors d'abord une donnée démographique, c'est avoir moins de 30 ans. Ça, c'est une donnée qui est partagée par l'ensemble du mouvement des sociétés nationales à la Croix-Rouge. Mais en tout cas, les personnes qui veulent s'engager dans le projet jeunesse ne sont pas nécessairement exclusivement que des moins de 30 ans. Il y a aussi des plus jeunes, des moins jeunes, et c'est comment est-ce qu'on fait aussi tous ensemble, en fait. Pauline, Alexandre, vous voulez rajouter Bon, quelque pas chose? grand-chose à rajouter. Peut-être, je suis assez d'accord sur le fait que oui, il y a tellement de formes d'engagement qu'en fait, je pense que c'est plus aussi aux associations de s'adapter à comment les jeunes veulent s'engager aujourd'hui et pas l'inverse. Parce que voilà, chacun peut, déjà sur le temps qu'on peut avoir à consacrer, sur la manière dont on veut le faire, sur les choses qui vont plus nous intéresser. Là, je vais prendre plutôt mon exemple, mais c'est vrai que nous, on a beaucoup de volets, par exemple à l'ARES, que ce soit du volet très académique sur du fond au niveau universitaire, du volet plus d'innovation sociale sur la défense des droits étudiants, sur la lutte contre les discriminations, sur la durabilité, et puis des volets après très internes, on va dire, qu'il n'y aura que chez nous, de réseaux associatifs, etc., etc. Donc, il y a aussi différentes formes d'engagement, ne serait-ce qu'au sein d'un même bureau. Donc, je pense que c'est aussi ça, il faut s'adapter à ce que chacun et chacune veut faire quand il souhaite s'engager, quels sont aussi les grands combats, entre guillemets, qu'il veut mener et pourquoi il veut s'engager, et s'adapter un petit peu à tout ça pour voir après comment cette personne peut s'engager dans telle ou telle association pour le coup. Et par exemple, Pauline, on se disait, bon voilà, tu disais que tu as peu de temps pour t'engager, tu as un emploi du temps aussi qui est très chargé en tant qu'étudiante en prépa à Saint-Étienne. Quelle serait pour toi la modalité d'engagement qui s'adapterait et à ton combat et à ton emploi du temps? Qu'est-ce que tu pourrais apporter? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce serait plus des petites actions concrètes ou alors plus, immatérielles via les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que ce serait un petit peu parsemé. Je ne pourrais pas faire ça pendant une semaine entière, consacrer une après-midi toutes les semaines à cette activité parce que c'est vrai que sur le long terme, ce n'est pas tenable. Mais après, ce n'est pas un manque de volonté, c'est juste qu'on ne nous donne pas forcément les moyens de mettre à profit notre temps pour s'engager dans les associations. Et c'est pour ça que j'ai dit aussi qu'il devrait plus y avoir un dialogue entre les institutions scolaires et les associations, quitte à faire venir des associations au sein des établissements scolaires pour essayer de promouvoir un peu leur engagement, et aussi à banaliser, je sais que c'est pas facile, dit comme ça c'est facile, mais à banaliser des temps où on peut s'engager dans des associations qui nous plaisent. Je sais pas si tu es déjà engagé en tant que le peu de temps que tu as, tu es déjà engagé. Hier, tu étais donc à France Inter, donc c'est déjà une preuve d'engagement au sein de l'association Chemin d'Avenir en tant qu'alumni aussi. Donc c'est déjà très bien. Donc peut-être Madeleine, je crois qu'on a quelques questions dans le chat. Peut-être je te laisse prendre la main sur cette deuxième partie de l'échange. Oui, tout à fait. Merci en tout cas aussi à nos intervenants, Pauline, Alexandre, Anna et Pénélope, et puis à nos participants qui ont pu interagir en tout cas sur vos interventions. Julie, peut-être que je vais te laisser, Julie Tartin, si tu es encore là, te poser ta question sur les indicateurs d'avant-crise. Est-ce qu'ils étaient autant écoutés qu'aujourd'hui, post-Covid, ou ce que la crise a révélé? C'était bien ça, Julie, je te laisse peut-être la reformuler. En fait, je voulais avoir vos réactions et Alexandre et Pénélope et Anna et je cherche Pauline sur une intuition qui est peut-être un peu fausse ou j'ai l'impression que les indicateurs sur la précarité, la pauvreté des jeunesses pendant le Covid
Certes, la situation s'est largement aggravée, mais pour y être sensible chaque année, à chaque fois qu'il y a des indicateurs sur le sujet, j'ai l'impression que ça n'a fait que rendre absolument incontournable la question de la pauvreté et de la précarité, pas que étudiante, hein, parce que tout le monde n'est pas étudiant à cette tranche d'âge, mais que les indicateurs étaient déjà catastrophiques avant le Covid. Et j'ai l'impression qu'on a eu finalement qu'une chambre d'écho plus importante avec le Covid. Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, pour rebondir, Julie, moi je partage complètement votre point de vue. C'est un peu pour ça aussi que j'expliquais au début de mon discours que la crise a vraiment donné un coup de projecteur sur cette thématique, l'a intensifiée, mais elle n'est pas venue là depuis 2020. Hein. C'était vraiment quelque chose qui, effectivement, était au cœur d'un certain nombre de problématiques. Et donc, je partage complètement, en tout cas, votre analyse. À la Croix-Rouge, c'est pas forcément évident d'avoir des chiffres très précis, mais à la Croix-Rouge comme ailleurs, hein, de toute façon, c'est pas évident de recenser des données qui sont quanti, mais aussi qualitatives. Donc, je pense que les chiffres ont aussi quelque part leurs limites, même si évidemment ça donne une indication. Mais en tout cas, des données que je peux en tout cas moi vous fournir, c'est qu'à la Croix-Rouge, il y a toujours eu un certain nombre de jeunes qui ont bénéficié, jeunes au global, pas que les étudiants, j'entends bien, qui ont bénéficié des distributions alimentaires par exemple, mais que durant l'année 2020, première année du Covid, il y a eu une demande de 20% de ces jeunes. Il y a eu 20% de plus de jeunes qui se sont présentés aux distributions alimentaires. Donc, il y a en tout cas un effet Covid. Et ce qui n'est pas évident aussi, je trouve, c'est comment rendre les distributions non stigmatisantes, parce que ce n'est pas évident, en fait, de se présenter dans un dispositif d'aide. Et c'est aussi comment on fait pour rendre ces dispositifs un peu plus accueillants, un peu plus chaleureux, et d'où aussi l'enjeu, comme je disais, de sortir de la logique purement distributive, en fait. Et de prôner justement un engagement pour sortir d'une forme de précarité et d'isolement social. Merci beaucoup, Pénélope. Anna, peut-être que je ne sais pas si tu voulais ajouter aussi quelque chose. Non, mais Pénélope a répondu, a très bien répondu à la question. J'ajouterais aussi simplement que on a vu depuis le début de la crise beaucoup de jeunes qui ont voulu donner du temps à la Croix-Rouge française. Et comme le disait Pauline, et ça c'est vraiment important, il n'y a pas de petit engagement, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont arrivés avec du temps, beaucoup de temps, d'autres une fois par semaine, une fois par mois, et peu importe, l'important est de s'engager, de faire ce pas-là et de proposer du temps, et c'est effectivement à la Croix-Rouge et à d'autres associations de s'adapter à ces nouvelles modalités d'engagement, mais on a vu aussi cette nouvelle forme d'engagement, Pénélope en a parlé tout à l'heure, qui consiste à faire du pair à pair. Donc voilà, des jeunes qui aujourd'hui, qui demain aujourd'hui d'ailleurs, sont bénéficiaires de l'aide et de l'accompagnement Croix-Rouge, peuvent aussi demain être le bénévole qui va aider ses pairs ou s'impliquer dans d'autres activités de la Croix-Rouge française. Alors, je vais me permettre du coup de rebondir peut-être Alain qui lève la main, et puis on a Francis justement qui avait réagi par rapport à cet engagement de pair à pair et qui nous disait que les vrais échanges intergénérationnels ne sont-ils pas de plus en plus rares et que les cloisonnements interâges sont devenus fréquents et dommageables. Peut-être que Francis, je vous laisse dans un premier temps interagir par rapport à ce que Anna vient de dire et par rapport à ce que vous nous avez dit pendant l'intervention de Pénélope tout à l'heure. Et puis Alain, je vous laisse aussi réagir aussi par rapport à ce que vient de dire Anna sur cette question. Est-ce que Francis, vous êtes encore avec nous? Alain, je vais peut-être vous laisser du coup commencer à interagir. Non, je vous écoute, je suis là aussi. Alors Francis, allez-y. Oui,
Non, mais bon, j'ai différentes activités de bénévolat et je travaille avec des jeunes, etc. Mais quand même, globalement, j'ai vraiment le sentiment que il y a des cloisonnements très forts quand même. On ne cherche pas vraiment à se comprendre. Enfin, il y a beaucoup d'incompréhension sur les modes de fonctionnement entre j'allais dire, les actifs, ceux qui ne sont plus, entre guillemets, enfin, qui sont retraités, les jeunes. Enfin, il y a des cloisonnements par âge qui sont très forts en France et que la communication est vraiment difficile. Enfin, j'ai pas le sentiment qu'on cherche vraiment à comprendre bien les problèmes des uns des autres. Et bon, il y a de la solidarité évidemment familiale et il y a de la solidarité, je veux dire, en termes d'appui, comment dire, matériel. Mais à part ça, je sens quand même beaucoup de difficultés en France. Enfin, moi, je pense que par rapport à d'autres pays, je suis toujours frappé dans mes voyages de voir à quel point il y a un manque de fluidité et un manque de volonté de se comprendre et de s'écouter et de partager des choses en France entre générations. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus difficile, que c'est beaucoup plus cloisonné que dans d'autres pays. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une première réaction par rapport à ça, par rapport à ce constat? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce un ressenti ou est-ce une réalité? Je trouve que ça me pèse beaucoup parce que on perd de l'efficacité collective et on perd vraiment beaucoup de... Enfin, il y a plus de tension, je trouve, que de synergie. Est-ce que c'est quelque chose peut-être à la Croix-Rouge que vous constatez aussi, enfin que vous ressentez du moins? Je me permets Pénélope me complétera, l'intergénérationnalité à la Croix-Rouge, c'est un gros sujet, effectivement, et je suis d'accord avec Francis. Ce sont des relations qui n'ont pas toujours été formalisées et dont on a du mal à tirer enfin, pas du mal, mais on s'y prend mal, disons, pour tirer le bénéfice des relations entre la jeune génération et, disons, les plus anciens. Mais en tout cas, c'est une vraie question à la Croix-Rouge et on essaie vraiment de déployer des dispositifs et des projets en faveur de cette intergénérationnalité pour que l'on puisse capitaliser et vraiment pérenniser ce qui est bon à prendre et de comprendre ces relations intergénérationnelles. Je suis d'accord avec Francis, c'est quelque chose qui est assez compliqué au sein de l'associatif aujourd'hui et qui peut, en fonction des territoires, vraiment marquer des tensions. En tout cas, on en est vraiment conscient et c'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment en transversal avec toutes les directions de la Croix-Rouge française pour essayer de trouver les réponses les plus adaptées. Ok, merci. Et Alexandre, peut-être ce que tu... Oui, très rapidement. Je sais que c'est un constat que je rejoins un petit peu pour le coup. Je n'aurais pas une explication magique non plus à cela, mais alors, nous, c'est vrai que dans le milieu plus étudiant, là, pour reprendre un petit peu plus mes spécialités, entre guillemets, c'est vrai qu'on reste très cloisonné entre jeunes pour le coup, parce que c'est des thématiques qui concernent beaucoup plus des jeunes que des moins jeunes. Mais c'est vrai qu'après, de manière générale, pour avoir parfois entendu ce discours-là, je sais que parfois ce qui peut être un petit peu un frein à cette intergénérationnalité, entre guillemets, c'est le fait que beaucoup de jeunes voient seulement la défense de leurs idées, de leurs droits, de leur position, uniquement par des jeunes, sans avoir ce lien un petit peu entre générations où chacun pourrait s'entraider globalement. Très souvent, voilà, quand on est jeune, les positions doivent être portées et comprises seulement par les jeunes et pas par des générations moins jeunes, où qu'on parle soit des jeunes actifs, soit des retraités, soit des personnes plus âgées. Alors, peu importe, c'est vrai que souvent on reste un petit peu dans d'autres coins et centré seulement sur notre microcosme, et du coup ça fait qu'aussi on a du mal peut-être à comprendre et à imaginer aussi à quel point la jeunesse peut ne pas être entendue, etc., quand on n'est plus, du coup, aujourd'hui jeune. Donc, c'est peut-être aussi un des freins que je verrais. Après, ça ne reste que mon point de vue, mais voilà, c'est aussi une des choses que j'ai déjà entendues et que je peux faire remonter sur cette question. Je me permets de juste compléter avec ce que dit Alexandre. Effectivement,
travailler sur le fait que la jeunesse n'est pas représentée que par la jeunesse. C'est vraiment un enjeu de taille et qu'on arrive plutôt bien à mettre en avant au sein de la Croix-Rouge française avec les programmes jeunesse dont parlait Pénélope, où vraiment on met à l'honneur le fait que, ok, ce sont des programmes jeunesse, mais il n'y a pas besoin d'avoir moins de 30 ans pour y participer. Et c'est aussi ça qui nous permet d'enrichir les débats, d'être mieux compris, en tout cas en tant que jeune, et surtout de vraiment porter l'action plus loin et de compter sur une intergénérationnalité vraiment importante qu'on construit au quotidien à la Croix-Rouge. Tout à fait, Anna, et pour rebondir aussi sur nos grands principes, nos grandes valeurs à la Croix-Rouge, la première, c'est l'unité. Donc, ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire. Ça se traduit par le fait que dans les programmes qu'on propose à l'engagement, tout le monde peut vraiment s'engager. Il n'y a pas de limite d'âge. On est effectivement dans cette logique de pair à pair parce qu'on sent bien quand même que les jeunes ont besoin de confiance, ont besoin de prendre des initiatives, d'être autonomes, en lien avec tout ce qu'on a déjà dit, le fait que dans les médias, ils sont quand même peu représentés, les enjeux qui touchent la jeunesse sont peu représentés, donc il y a quand même effectivement cette envie de prendre des initiatives de l'autonomie. Mais c'est, comme disait Anna, on travaille au fait que finalement cette envie ne soit pas incompatible avec le fait de travailler avec des personnes plus ou moins jeunes, plus ou moins dans la tranche 16-30. D'où cette idée de... Ouais. Pour éviter les conflits d'intérêts, quoi. Parce qu'après, c'est difficile, même après, simplement d'échanger, quoi. C'est vrai. Je m'en aperçois. Il y a des réticences, quand même. Bon, enfin, mais je fais beaucoup de mentorat, tout ça. Moi, par ailleurs, je travaille beaucoup avec des jeunes en université et ailleurs, mais je vois partout, la communication est difficile. Peut-être... Allez-y, je vous en prie. Non, il y a beaucoup de réserves. Il y a beaucoup de réserves où il y a même... Enfin, c'est vrai que dès qu'on est... La communication d'un groupe d'âge à un autre groupe d'âge est difficile. Je ne sais pas pourquoi. On se censure dans la parole. Enfin, je veux dire, c'est assez curieux. J'essaie de réfléchir en même temps à haute voix, de me poser la question, mais finalement, est-ce que cette espèce de décalage intergénérationnel que vous ressentez, mais qu'on ressent aussi à la Croix-Rouge, c'est un constat qui est largement partagé et on entend complètement là votre analyse. Est-ce que c'est pas aussi en lien avec le fait que les modalités d'engagement ont changé quand même relativement ces dernières années et que peut-être il y a une forme de fracture générationnelle qui se crée de fait entre peut-être certaines personnes qui ont plus de 30 ans, plus de 40, plus de 50, qui peut-être saisissent moins aussi cette nouvelle forme d'engagement plus ponctuelle avec des actions plus concrètes, court terme. Peut-être qu'il y a peut-être de ça aussi, si j'essaie de tirer un peu le fil. Peut-être. Enfin, voilà, je ne sais pas, on n'a pas le temps de faire l'analyse complète de la question, mais j'espère que le collectif mentorat et la dynamique mentorat changera un petit peu les choses. On verra. Ouais. Merci. Peut-être, Alain, vous vouliez interagir là-dessus. Oui. Et on donnera ensuite la parole à Christian et Thierry aussi, qui souhaiteraient partager peut-être certaines choses. Oui, je voulais revenir un petit peu, plutôt reprendre l'engagement un petit peu en amont, on va dire, parce qu'en fait, je vois, on va pas être binaire, mais n'empêche que des fois, il faut l'être, en fait. À l'heure actuelle, les étudiants, donc il y a deux cas de figure. Moi, je vois, j'ai une fille qui a 28 ans, qui a terminé ses études d'architecte, parce que c'est assez long. Et je vois, on a la chance d'être à Paris, elle a fait un excellent lycée, et effectivement, tous les gens de sa classe ont été dans des filières sélectives, parce qu'ils étaient issus de milieux, on va dire, favorisés. Donc automatiquement, milieu favorisé, réussite dans les filières sélectives, une bonne école, et donc un travail non précaire. Donc quand ils s'engagent, en fait, ils sont plutôt dans une notion de loisir, de plaisir. Par contre, à contrario, les jeunes qui sont issus de milieux qui n'ont pas de milieux modestes, bien souvent, ils ne réussissent pas dans les filières sélectives et ils vont dans les filières non sélectives, avec des écoles qui ne sont pas toujours... je ne veux pas parler d'écoles, mais de formations qui sont bankable. Et ils vont avoir du mal à s'exporter sur le monde du travail. Automatiquement, ils vont trouver dans des emplois un petit peu précaires, mal payés, avec des CDD, etc.
Et pour eux, l'engagement, ça va être un peu ambigu, parce qu'en fait, ils vont être à la fois, je ne vais pas dire jugés partis, mais effectivement, ils ne vont peut-être pas s'engager à la Croix-Rouge, parce qu'ils vont être bénéficiaires de la Croix-Rouge eux-mêmes. Ou alors, ils vont avoir les deux casquettes, c'est-à-dire ils vont être au Resto du Cœur, mais ils vont être bénévoles au Resto du Cœur, mais ils vont bénéficier aussi des activités du Resto du Cœur. Hein. Alors, à contrario de ce que disait Francis tout à l'heure, moi j'ai un petit peu une expérience de vie à l'étranger au Canada, aux États-Unis, au Japon, et je crois qu'en France, quand même, on a été les précurseurs, on est des associations d'aide comme Médecins sans frontières, Architectes sans frontières, on a Aviation sans frontières, la Croix-Rouge historiquement, Handicap international, des Restos du Cœur, et il n'y a qu'en France qu'on a ça. Merci. Vous pouvez aller nulle part ailleurs, dans n'importe quel pays du monde, vous ne retrouvez jamais ça. Et je pense qu'à la Croix-Rouge, je pense que je parle sous le contrôle de Pénélope, hein, je crois. Je pense qu'il y a tout étranger qui travaille à la Croix-Rouge. Il y a aussi bien des retraités que des actifs, que des jeunes, des vieux, des gens un petit peu de tous les milieux sociaux. Et je ne retrouve pas ça au Canada, je ne retrouve pas ça aux États-Unis, je ne retrouve pas ça au Japon. Donc je pense qu'il faut aussi se dire qu'on a des choses qui sont formidables en France. Mais maintenant, effectivement, l'engagement, des fois, les jeunes, il faut qu'ils soient bien dans leur vie pour pouvoir s'engager. C'est ça le véritable problème, à la base. Et tant qu'on sera dans cette discrimination Alors, je ne sais pas quelle est la solution. Est-ce qu'il faut qu'il y ait zéro sélection dans toutes les écoles ou je ne sais pas. Je ne connais pas le problème. Mais à la base, les dés sont pipés. Dès la base, les dés sont pipés. Et c'est dramatique. Hein. J'étais RH, j'ai une longue carrière de RH derrière moi dans une grande entreprise. Et c'est vrai que je l'ai vu, même parmi les salariés, quand on voit un salarié qui a l'ascenseur social ne marche plus du tout. Quand on voit un salarié qui n'a pas fait d'études supérieures, qui est sur un emploi d'agent, d'ouvrier, de technicien, dans la plupart des cas, son fils ou sa fille arrive à un DUT ou un BTS. Et encore. Et voilà. Donc je pense que le problème avant de l'engagement, c'est la formation des jeunes qui est véritablement la préoccupation à l'heure actuelle. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Julie, je crois qu'aussi tu voulais éventuellement interagir et puis peut-être Alexandre, Pauline aussi. Hein. Bonjour tout le monde. Donc moi, je m'appelle Julie Tartarin, je suis directrice d'une asso qui s'appelle Socrate et nos bénévoles ont exclusivement 15, 16, 17 ou 18 ans. Donc, je voulais proposer une analyse complémentaire à celle d'Alain. Nous, on propose à des jeunes lycéens de s'engager dans le mentorat éducatif. Et il me semble, je n'ai pas d'avis sur comment ça se passe ailleurs, parce que moi, je connais qu'un seul ailleurs, c'est l'Allemagne, et j'y étais pas bénévole. Donc, je ne me prononcerai pas sur autre chose que sur le mentorat. Oui, nos voisins de culture anglo-saxonne ont des pratiques qui s'expliquent historiquement, philosophiquement, en avance sur le développement de la pratique du mentorat. À part ça, je trouve que la question du bénéficiaire, des motivations d'être mentor versus les classes socioculturelles, l'accès aux formations, ce n'est qu'une question d'opportunité. Là où on propose à des jeunes de s'engager sur des choses qui sont à leur portée, adaptées à leurs emplois du temps, négocier avec leur lycée, avec leurs parents, et si on met à la portée d'une jeunesse pas encore majeure des formes d'engagement qui sont dans le faire, dans le concret, je pense qu'on peut voir un peu différemment des typologies de bénévoles, voire modifier quel type de bénévoles seront bénévoles quand ils seront en études supérieures ou non. Pour être très concrète, dans les endroits où on fait du mentorat lycéen, donc des lycéens qui sont bénévoles pour être accompagnateurs d'un plus jeune,
je vois autant de raisons de s'engager que de lycéens ou de lycéennes. Il y a autant j'ai eu de la chance, j'en suis consciente, et j'ai envie de redonner, que je suis passée par là, voire je suis encore dans une situation difficile au niveau de mes apprentissages, de ma culture G, de mes relations avec les autres. Et je prends l'occasion qui m'est donnée d'être bénévole pour transformer ma vision des choses, aider à la mesure de ce que je peux faire. Et pour reprendre le mot d'Alexandre tout à l'heure, l'engagement, qui est peut-être un mot qui n'est pas forcément très apprécié à cet âge-là, s'il est entendu comme solidarité, action de solidarité, dans toutes les perspectives que ça recouvre, il est partagé par, je pense, une très grande majorité des jeunes, quel que soit leur âge, voire des moins jeunes d'ailleurs. Donc, oui, il y a sans doute un biais au niveau des études supérieures, mais pourquoi ? Parce que la culture de l'engagement dans les études supérieures, influencée aussi par une culture anglo-saxonne, fait partie des choses qu'il faut absolument avoir sur ses CV quand on est dans certaines branches sélectives. Mais si moi, avec mes bénévoles, nos bénévoles à Socrate, avec nos bénévoles qui sont en seconde, de seconde à la terminale, où certes il y a déjà des sélections en fonction des filières, des biais socio-économiques, mais ils sont beaucoup moins ségrégés par leurs études, et c'est à ce moment-là, entre 15 et 18 ans, qu'on peut forger la future génération qui aura sans doute moins de difficultés à travailler au sein d'une association généraliste ensuite. Pardon d'avoir été un peu longue. Non, merci pour ces éléments. Alain, est-ce que vous avez quelque chose, est-ce que vous pouvez rebondir, ou peut-être Christian, du coup, si c'était sur le même sujet? Sur le même sujet, il y a beaucoup de sujets. Oui, il y a beaucoup de sujets. On peut intervenir partout. Moi, déjà, je voulais souligner que c'est le sujet entendre la voix de la jeunesse qui s'engage qui m'a motivé pour participer à cette séance, parce qu'effectivement, on sait des choses, on écoute des choses, etc. Mais je pense qu'il faut effectivement faire un effort d'écoute pour bien comprendre la période dans laquelle on évolue. Alors moi, j'appartiens à une association qui travaille qui travaille beaucoup sur l'intergénérationnel. Donc, quand on dit fracture générationnelle, je dis oui, mais enfin bon, est-ce que c'est pas une tarte à la crème? C'est un sujet qui a existé tout le temps. Que la communication soit difficile, oui, mais en même temps, ça demande un peu d'effort des générations entre elles pour faire quelque chose ensemble, mais ça existe. Bon. Là où j'étais d'accord avec Alain, c'est que effectivement l'ascenseur social aujourd'hui est plus en panne qu'il n'a été. Donc moi personnellement, j'en suis assez l'exemple. C'est-à-dire que je suis entre guillemets ce qu'on pourrait appeler un transfuge social. Et donc moi, mes grands-parents, mes parents, etc., n'étaient pas dans le secteur dans lequel j'ai évolué. J'ai fait une carrière d'ingénieur. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, c'est plus difficile pour des jeunes de faire ce passage-là, quoi. Et donc, c'est ce qui me motive, entre guillemets, pour essayer de les aider voilà, dans ce combat intergénérationnel. Après, moi, pour finir, j'ai deux messages. Quand on dit les jeunes, les jeunes sont toujours... croient toujours qu'ils sont les seuls à avoir cet intérêt pour le climat, le combat homme-femme, etc. Bon, là, personnellement, je leur dis non, parce que c'est aussi des sujets qui intéressent des gens qui ne sont pas dans leur génération, quoi. Et donc, moi, entre guillemets, je crois beaucoup au mentorat, justement, pour justement avoir ces débats un peu transversaux par rapport aux générations, et aussi pour faire fonctionner l'ascenseur social, quoi.
Merci, merci Christian. Est-ce que justement, Pauline, voilà, tu as été mentorée. Est-ce que ce mentorat a été aussi l'occasion justement d'avoir ces débats intergénérationnels sur des thématiques en fait sur lesquelles vous vous retrouviez? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que moi, pour moi, l'engagement, ça a été une forme de tremplin. Parce que j'étais dans un milieu rural et j'avais pas forcément accès aux plus grandes écoles, aux plus grandes formations. Et le fait d'être en contact avec quelqu'un qui avait fait des études, il avait fait, je crois, une licence d'histoire et après est devenu journaliste et qui était aussi issu d'un milieu rural, ça m'a donné l'exemple à suivre. Ça m'a donné aussi les possibilités de me donner les moyens de faire ce que j'avais envie de faire, même si c'était difficile, même s'il y avait des barrières sociales, etc. Donc je pense que l'engagement, ça doit être aussi vu comme une forme d'opportunité à saisir, de grandir, de rencontrer une nouvelle personne et aussi de se dépasser soi-même, d'accéder à des écoles auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et je pense que les liens entre générations, ils peuvent se faire aussi via les associations. Il ne faut pas penser aussi, comme Christian vient de le dire, qu'on n'a pas les mêmes combats. Et je pense aussi qu'avec les adultes, on peut avancer. C'est eux aussi qui peuvent nous donner les moyens de se faire entendre via la politique, parce que forcément, les candidats à l'élection présidentielle, ils sont forcément beaucoup plus âgés que nous. Donc je pense qu'il devrait y avoir un dialogue plus poussé entre les générations, et je pense que c'est en train de se faire, notamment via le mentorat. Merci, merci Pauline. Et Alexandre, éventuellement, une chose peut-être à ajouter là-dessus? Non, globalement, pour le coup, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit et je rejoins l'idée générale. J'avoue que j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus pour le coup. Bon, merci. Thierry, vous vouliez intervenir? Oui, alors du coup, ça a pas mal évolué. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Oui. Donc, je suis assez d'accord avec un certain nombre de choses qui ont été dites. Pour ma part, je suis intervenu auprès d'étudiants. Ce sur quoi j'ai été quand même assez interpellé, c'était effectivement cette sensation de méconnaissance intergénérationnelle, mais qui est en fait plus liée à nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai sujet de communication. En fait, il y a une curiosité de la part des groupes d'étudiants avec lesquels j'ai travaillé sur ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu, etc. Donc, je prenais beaucoup d'exemples de ce qui m'était arrivé. Ça m'a un peu rappelé aussi le début de ma carrière où on rentrait dans les entreprises et puis on avait un tuteur, ça s'appelait comme ça à l'époque, et je me dis que renouer avec ce format-là est absolument intéressant. Par contre, ça nécessite effectivement la réintroduction en fait, d'un dialogue. Moi, une des premières questions que je me suis posée, puisque j'ai travaillé beaucoup avec des gens de ma génération, voire génération un peu Y, c'était plus facile parce qu'en fait, quelque part, on avait un petit peu les mêmes codes. Et je me suis dit, cette nouvelle génération Z, d'un point de vue général, excusez-moi de faire des classifications de ce type, mais pour moi, c'est plus l'avènement en fait, du smartphone qui fait qu'en fait, nos codes ont simplement changé. Donc, la première question que je me suis dit, mais est-ce que la façon dont je transmets est aussi valable ? Donc, après un certain nombre de recherches, je me suis rendu compte que pas tout à fait, qu'il fallait adapter, en fait, et il y a une curiosité de ma part vis-à-vis, en fait, des groupes, et puis un retour de la part de ces étudiants. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un travail que nous avons à faire au niveau des générations, quelles qu'elles soient. Le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est cette notion, parce qu'on a parlé beaucoup, on a un peu tendance quand même à parler beaucoup des études supérieures, il n'y a pas que, il y a aussi tous les autres, et si on ramène le nombre de pourcentage de réussite au bac à l'ensemble des enfants, je ne suis pas sûr qu'on soit à 80%, bien loin. Donc là, on a parlé des pays anglo-saxons, notamment du Canada. Moi, je m'appuie un peu sur une démarche qu'ils ont. Effectivement, il y a un process dans le cursus global où on parle un peu du projet professionnel. Enfin, je pense que vous avez entendu parler du PPE ou PPP. Moi, je parle plutôt de projet d'avenir, en fait. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire.
Parce qu'une des premières questions, là, je travaillais pour une université, et un des premiers points qu'on m'a dit, faut éroder les départs. On a des départs beaucoup trop importants. Et lorsque j'ai mis en place en fait les premières séances, je me suis rendu compte très vite en fait qu'il y avait un désespoir qui pouvait être très très profond en fait de la part de cette génération, puisque en fait c'était à un moment donné, soit tu as un peu de chance parce que tu as un bon niveau et puis tu arrives où tu veux, soit effectivement on se retrouve en fait avec ce qu'on appelait dans APB, je crois, c'était la pastille verte, enfin le truc par défaut, quoi. C'est-à-dire, je suis là, mais je ne sais pas pourquoi, d'accord? Donc, il y avait des départs relativement importants, et je pense qu'à un moment donné, ça passe simplement par de l'échange, de la prise de conscience, une prise de travail. Mais c'est aussi tard, quoi. Donc moi, je reste enclin à ce qui se fait au Canada, commence déjà à l'époque de ce qui correspond chez nous à la 6e. Donc, sur un vrai raisonnement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? D'accord? Alors, c'est un process long, c'est tout un travail qui arrive par différents aspects. Et à la sortie, l'important, c'est quoi? C'est qu'on fasse un CAP ou qu'on ait un master, quelle importance? D'accord? L'important, c'est quand même d'être bien demain dans sa vie. Voilà. Et moi, je m'efforce aujourd'hui, en fait, de travailler dans cet esprit-là. Tout ce que je le fais dans cet esprit-là. Alors, je sais pas, après, je vais laisser la parole parce que je suis un peu pipelette, donc je vais me taire. Et j'aimerais bien avoir le retour, justement, de personnes comme Pauline ou Alexandre qui sont un peu au cœur du sujet, quoi. Alexandre. Si je peux me permettre, du coup. Je suis tout à fait d'accord sur la chose. Pour le coup, ça amène un sujet et un problème global qui est celui de l'orientation, en fait, des jeunes, que ça soit dans le monde de l'enseignement supérieur, mais comme vous l'avez dit bien avant. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des sujets qui arrivent très tard. Là, je parle d'expérience personnelle. J'ai un petit frère aujourd'hui qui est en terminale, qui est complètement perdu sur ce qu'il va faire l'année prochaine. Et pas grand-chose au final pour vraiment l'aider et l'accompagner, si ce n'est quelques salons, quelques journées portes ouvertes. Mais c'est pas ça qui va réellement permettre de, comme vous dites, trouver un avenir et trouver vraiment ce qu'on veut faire plus tard. Donc il y a un vrai souci d'orientation de la jeunesse, puisque on s'y prend effectivement trop tard, je pense aussi. Et c'est un sujet qui arrive seulement en première et encore très souvent plutôt vers la terminale. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Alors la solution miracle, je ne sais pas laquelle ce serait pour le coup, mais on a quand même beaucoup de choses à faire là-dessus, que ce soit la sensibilisation dans les collèges, dans les lycées, bien plus tôt, sur un petit peu ce qu'il existe. Après aussi, parce que on parle de l'enseignement supérieur, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi tout ce qui est BTS, les CAP, tout ce genre de choses-là, et tous ces diplômes-là qui rentrent aussi en compte. Donc on a une vraie problématique par rapport à ça et par rapport aussi à des plateformes comme APB auparavant, mais Parcoursup aujourd'hui, qui parfois envoient des gens par défaut dans des filières qu'ils ne souhaitaient pas forcément et où du coup on va avoir un taux de décrochage qui va très très vite exploser. Donc bien sûr, c'est très compliqué et c'est une thématique sur laquelle on essaye, nous, personnellement, de ma fédération, de travailler, mais ça reste très très compliqué et c'est des sujets qui sont assez longs et qui mettent du temps pour qu'on puisse réellement avancer et trouver des solutions viables pour le coup. Merci Alexandre. Axel, vous vouliez aussi interagir là-dessus? Oui, absolument. Merci beaucoup pour la parole. Alors, Axel Saint-Jeunesse, je travaille pour la Croix-Rouge sur les questions de dialogue structuré entre jeunes et institutions pour la présidence française à l'Union européenne. C'est des dialogues qu'on a, nous, en interne, sur la réflexion, alors très globaux. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on considère aussi la manière avec laquelle potentiellement la question de la réorientation et de l'orientation des jeunes, notamment comment on souhaite l'accompagner à la Croix-Rouge française, c'est un débat. Et le constat, il n'est pas si simple. On est face aussi à la duplication de modèles de réussite dans nos sociétés. On est face aussi à la diversité de profils qui sont, pour le coup, potentiellement de moins en moins opérationnels d'une certaine manière. Quand on voit notamment, nous, à la Croix-Rouge, les métiers de nos collègues, notamment le mien, celui de Pénélope et Anna,
c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'y émettre un parcours professionnel défini et une marche à suivre. Et c'est ce qui fait aussi la complexité aujourd'hui de l'orientation des jeunes. Et pour faire la boucle avec l'engagement, en effet, c'est aussi quelles compétences on souhaite apporter aux jeunes de manière à ce qu'ils trouvent leur chemin. Je suis un modèle de réussite pour la Croix-Rouge puisque je suis rentré en tant que bénévole et c'est justement mon engagement qui m'a apporté des compétences et des connaissances qui m'ont permis de me saisir d'opportunités professionnelles, celles que je jouis aujourd'hui au sein de l'association, pour avoir une vision assez globale aussi sur la fracture intergénérationnelle, à la fois en tant que génération impactée par le Covid, mais aussi par rapport à la considération du bonheur que parlait Christian, de aussi qu'est-ce qu'on cherche à être heureux en tant que génération. Moi, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Fracture, que j'avais envie de vous partager. C'est un livre qui est absolument passionnant. Alors, c'est pas une vision dogmatique et il faut pas forcément tout lire de la manière la plus considérable, mais aujourd'hui, ça montre une vision assez démographique et dans une démarche assez intéressante sur un point de vue de sociologie. Ça fait partie d'un état de l'art assez global, mais ce livre, en l'occurrence, a été construit sur le post-Covid et montre finalement aussi la difficulté qu'on a de se saisir de la vision objective des besoins des jeunes, de la situation des jeunes. Aujourd'hui, par exemple, le bonheur est difficilement quantifiable. Quand on pose la question aux jeunes de est-ce que tu es heureux de vivre dans ton époque, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup plus de jeunes sont malheureux en 2021 par rapport à 1999 ou même l'après-guerre. Mais en l'occurrence, on peut aussi élargir la vision, pas simplement au Covid, mais parce que en effet, par exemple, les réseaux sociaux apportent des modèles de vision de réussite, de comparaison individuelle entre les personnes, peut-être une réécriture de la réalité entre les individus, mais c'est peut-être 1% des raisons pour lesquelles aujourd'hui un jeune se sent peut-être un peu moins heureux dans notre société. Peut-être aussi parce qu'on reconsidère l'échelle du bonheur. Peut-être que aujourd'hui, le bonheur semble moins accessible qu'avant parce qu'on a une vision plus large de la société. Voilà, donc c'est des questions qu'on se pose aussi dans l'histoire des parcours professionnels, dans comment est-ce qu'on souhaite accompagner un jeune dans son engagement, considérer son engagement, quel est l'intérêt de notre association à accompagner ce jeune sur le long terme, sur le court terme. Et c'est des discussions qui sont à la fois passionnantes et souvent frustrantes, notamment parce que, et c'est là où on a le dialogue de représentativité, aujourd'hui à la Croix-Rouge, on a du mal à faire participer les jeunes dans ce genre de dialogue, mais en même temps, on peut facilement tendre à ce genre de discussion tenue par des administrateurs de l'association qui sont principalement d'un âge plutôt avancé, majoritairement des hommes, et qui construisent un dialogue et une réflexion sur des personnes de l'association sans aucune participation des personnes concernées. Et donc, on a un peu cet effet boomer, ce qu'on aime utiliser comme mot, de à quel point est-ce que les choses sont participatives et à quel point aussi le dialogue et la vision intègrent les parties prenantes de la réflexion. Voilà, c'est des discours qui sont très intéressants et c'est des éléments de langage qui viennent alimenter les visions de chacun. Donc, merci à tous d'avoir vraiment participé à ce débat et j'avais juste envie de vous présenter le livre que je lisais en ce moment et qui m'a apporté énormément dans ma vision de la situation. Merci à tous. Merci Axel pour ces éléments qui viennent enrichir en tout cas cette réflexion. Peut-être Alain, très rapidement, vous vouliez intervenir et puis finalement on arrivera bientôt à la fin de cette rencontre. Votre micro est coupé, Alain. Oui, au niveau de l'orientation des jeunes, il y a beaucoup de gens, de parents qui demander l'orientation en terminale, c'est beaucoup trop tôt, ils ne savent pas, etc. Et à contrario, il y a des gens qui disent mais c'est beaucoup trop tard. Donc moi je pense il y a quelques années, je ne sais plus quel est le ministre de l'Éducation nationale qui a mis ça en place, mais c'était le fameux stage du troisième. Mais en fait, on s'aperçoit que le stage du troisième est complètement inefficace. Parce qu'encore une fois, il y a des jeunes qui ont la chance de faire des stages du troisième formidables, et qui véritablement, je vais encore vous parler de ma fille, mais je me rappelle le stage du troisième, je l'avais mis dans la service communication et ça l'a complètement
n'a pas du tout été bien dans le milieu, qu'elle a jugé un petit peu trop superficiel, pas assez concret, etc. Et puis, j'ai mis dans un service immobilier, dans l'entreprise, et là, ça a complètement conforté sur son côté orientation école d'archi. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes en stage de troisième, en fait, leur école se retrouve derrière, leur propose d'être derrière le comptoir d'une pharmacie toute la journée ou une boulangerie, et puis en fait, ils n'apprennent rien, ils s'ennuient pendant une semaine. Donc, je pense ce qu'il faudrait développer, c'est qu'en fait, chaque collège en France, même au fin fond de la Lozère ou de la Haute-Loire, que le collège du Patelin puisse être en communication avec différents artisans, entreprises de sa région, de sa commune, pour pouvoir que n'importe quel jeune de classe de troisième puisse faire un stage de troisième qui soit complètement efficace. Alors que là, on a un outil qui est formidable, mais en fait, on n'a aucun moyen pour donner aux jeunes de pouvoir faire un stage de troisième intéressant, à moins d'avoir son papa ou sa maman qui travaille dans une grande entreprise, qui a un poste de cadre, qui peut lui donner un cursus d'une semaine où il va faire des trucs super intéressants, mais ce n'est pas le cas de tous les jeunes. Donc je pense que le stage du troisième est vraiment la première marche de l'orientation en France. Et je pense, Alain, on en reparlera puisque Oui. notre prochaine rencontre qui aura lieu en avril parlera le 6 avril justement sur l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes, et je pense que le fameux stage de troisième, qui est un vecteur aussi de forte inégalité, sera le début en fait de notre conversation pour la prochaine rencontre. Il nous reste 3 minutes. Merci à tous pour votre participation, vos questions, vos échanges. Peut-être vous laisser à nos intervenants, Alexandre, Pauline, Pénélope et Anna, un dernier mot de la fin. Je ne sais pas si vous souhaitez apporter un dernier mot en guise de conclusion sur justement cette voie de la jeunesse. Quel serait le mot en tant que jeune pour cette conclusion? Ouais, moi, un dernier mot. D'abord, merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde qui était vraiment intéressante. Merci à tous pour vos retours d'expérience et pour votre engagement. Juste un dernier mot pour dire que l'engagement de la jeunesse est très présent et il est multiforme. Il ne faut pas l'oublier, il faut toujours l'accompagner et espérons qu'en la prenant en compte et en s'adaptant à ses envies, ses combats, on puisse arriver à une société plus solidaire. Merci beaucoup en tout cas. Oui, merci beaucoup également de l'invitation. Ça fait très plaisir d'avoir pu intervenir sur des sujets aussi intéressants et qui nous touchent réellement. Et oui, même mot de fin qu'Anna, pour le coup, continuons de nous engager, continuons de défendre les enjeux et la jeunesse de manière générale et sachons être toutes et tous solidaires autour de ces causes communes pour qu'à l'avenir, la voix des jeunes puisse encore plus être prise en compte qu'à l'heure actuelle. Et pas uniquement avant les présidentielles. Non Pauline, un dernier mot? Oui, déjà, merci à tous. Et je voulais juste vous dire que si vous aviez l'opportunité de vous engager dans une relation de mentorat, faites-le. Parce que vraiment, ça aide beaucoup les jeunes, surtout les jeunes issus de milieux ruraux, qui n'ont pas beaucoup de métiers représentés face à eux. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, le temps et l'envie de le faire, faites-le, n'hésitez pas. Je vous assure que ça aide beaucoup. Merci beaucoup Pauline, merci beaucoup à vous quatre, merci Madeleine et collectif Mentorat, merci Pauline, merci Nicolas. Voilà, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine rencontre le 6 avril, même heure, 11h30, 13h, pour justement aller encore plus loin sur le sujet de la jeunesse et parler d'orientation et insertion professionnelle. Il est 13h, bon appétit. Merci à tous.